Notre séquence est justement intitulée Passagers aériens, une mobilité terrestre. Vous savez que cette édition du Paris Air Forum est placée sous le thème de la génération innovation. Et nous sommes tout à fait dans le sujet avec cette thématique. Derrière cet intitulé, on va s'intéresser cet après-midi à toutes les innovations qui vont permettre, notamment par exemple, de lutter contre les congestions autour des aéroports. Comment améliorer aussi la gestion des flux, à la fois des personnes mais aussi des bagages, l'optimisation des solutions de parking par exemple, l'amélioration des liaisons entre le centre-ville et l'aéroport. Donc nous avons deux invités que je vous présente. Manuel Chauffrin qui est président de BMCP, un cabinet de conseil sur les systèmes d'innovation et de mobilité. Merci à vous d'être avec nous. Et Laurent Kej, qui est délégué général de Paris & Co, l'incubateur de Welcome City Lab, qui est un incubateur dédié au tourisme. L'idée de cet incubateur étant de créer une culture de l'innovation pour cette industrie. Alors, peut-être la parole tout départ avec Manuel Chauffrin pour nous expliquer finalement en quoi les problématiques de la gestion des flux autour des passagers autour des aéroports, ces problématiques sont un enjeu important pour les prochaines années. Oui, un enjeu extrêmement important dans le sens où on a des aéroports qui vont devenir à un moment donné vraiment très très gros, des méga terminaux. Et on l'a vu un petit peu plus tôt, la problématique c'est combien de temps on va mettre déjà pour rejoindre un aéroport, mais après ça quand on est sur le territoire aéroportuaire, c'est combien de temps on met pour passer d'un parking à globalement être dans l'avion. Et donc actuellement on parle d'un minimum connection time qui devrait être de l'ordre de à peu près 5 minutes. Mais si on a un aéroport qui grossit, on a entendu parler de Dubaï, on sait que CDG a des projets d'extension, partout dans le monde on a une concurrence autour de l'attractivité des hubs, il faut faciliter ces flux et donc il faut faciliter l'accès et les services proposés aux passagers. Donc on a déjà des solutions technologiques qui ont été très innovantes, mais qui sont lourdes dans l'infrastructure. C'est les systèmes qu'on connaît qui sont les LISA, les VAL. On a aussi des bus au sol, mais ils viennent contribuer aussi, ces bus, par un accroissement des flux, à la congestion. Donc globalement, le minimum connection time, on n'arrive pas à le résoudre. Et donc juste avant nous, tout à l'heure, vous aviez par exemple la keynote de Skytran. Skytran, c'est de la mobilité supraaérienne qui propose de se déplacer extrêmement rapidement dans des pods qui sont suspendus. Il y a des concurrents qui arrivent, comme Supraways, et au sol. On a aussi des solutions innovantes, on a des champions français qui s'appellent Navia Technologies, c'est une petite navette autonome sans chauffeur, il n'y a pas de volant à bord. Et vous avez aussi EasyMile, de nouveaux sont en train d'arriver comme Local Motors, qui sont présents aussi sur le village de l'innovation. Et puis on vient juste d'avoir une annonce aussi, Next Future Mobility, qui est en train d'arriver. Donc ces solutions d'automatisation sont là, et à un moment donné, on aura peut-être des plateformes qui aideront à transporter des passagers, mais aussi des bagages. Quelles sont les plateformes aéroportuaires, les hubs finalement qui sont les plus avancés sur ce point? Il y en a un directement qui participe et qui nous invite, c'est Aéroport de Paris. Donc vous le savez, ils l'ont annoncé, ils vont avoir une expérimentation très prochainement pour tester justement l'intégration de navettes autonomes sur un territoire qui est très intéressant parce que c'est un territoire qui est en phase d'urbanisation. Et dans ce territoire, on va pouvoir recréer aussi beaucoup de cas d'usage. Après, vous en avez d'autres aussi. Certains ont commencé plus tôt, Londres, mais eux ne font pas vraiment appel à des navettes 100% autonomes. Et on sait que voilà, les plateformes asiatiques regardent aussi, beaucoup d'annonces aussi des Émirats. Donc c'est une tendance qui est maintenant générale. Et on voit une accélération depuis les 12-18 mois autour de l'automatisation du transport passagers et bagages. Est-ce qu'avec les montants investis à la fois en Asie et au Moyen-Orient, l'Europe a une chance de rester dans la course au niveau de l'innovation? La chance, elle est là parce que déjà, on a un savoir-faire technologique. La robotisation, elle est historique en France, grâce à l'INRIA, par exemple. Ça, c'est un centre de recherche qui faisait beaucoup de robotique. Et on a su fusionner justement différents capteurs qui ne sont pas les capteurs conventionnels qu'on va retrouver. Et on a une réflexion qui est elle aussi aéronautique. Et donc, on est en train de rapprocher une complexité des solutions aéronautiques pour des solutions de transport au sol, passagers et bagages. Donc l'avantage sans devoir dépenser beaucoup, on va l'avoir, surtout que ces solutions-là promettent de s'affranchir d'une infrastructure qui est lourde et coûteuse. Alors précisez-nous ce qu'est cette navette autonome et l'expérimentation dont vous nous parliez. Quelques détails. Alors les navettes autonomes, vous les retrouvez sur Internet. Navia tweet régulièrement parce qu'ils ont fait pas mal de roadshows en Allemagne, ils vont aller aux États-Unis, ils sont un petit peu partout. Qu'est-ce que c'est? Il faut imaginer un petit bus, un espèce de minibus, mais dans lequel il n'y a pas de chauffeur, parce qu'il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale d'accélérateur. Donc c'est un véhicule qui fonctionne un petit peu comme un ascenseur horizontal,
qui a une vitesse d'évolution jusqu'à 45 km/h, vitesse commerciale plus de l'ordre de 15 à 25 km/h, ce qui correspond très bien aux besoins qu'on peut retrouver sur des plateformes aéroportuaires. On peut y accueillir, en fonction des fournisseurs, entre 8 et 15 passagers, mais on peut déjà imaginer des plateformes beaucoup plus grosses, parce que les sujets d'automatisation sont en train d'arriver sur des véhicules plus gros. L'avantage, c'est une insertion dans le trafic qui est plus simple, capacité à répondre à des cas d'usage dans cette mobilité interstitielle, c'est-à-dire que ça vient en complément, ça ne vient pas en remplacement des schémas de transport qui, eux, peuvent transporter des milliers de personnes. Donc on peut imaginer ces systèmes-là sur des parkings, sur des zones qui sont aéroportuaires, mais pas nécessairement non plus destinées à des passagers. Parce qu'on a quand même aussi beaucoup de personnel qui travaillent dans les aéroports, il faut aussi faciliter la mobilité de ces gens-là. Ce qui est révolutionnaire, c'est que ce sont des véhicules qui sont digitaux, parce qu'ils sont supervisés dans le cloud. Et donc là encore, on a un parallèle avec l'aéronautique, c'est qu'on peut avoir une surveillance avec une forme de tour de contrôle de ces navettes autonomes et pour pouvoir les répartir de manière extrêmement souple parce qu'elles ne sont pas sur des rails. Quels sont soit les risques, soit les enjeux que devront tester les expérimentations en cours ? Les premiers enjeux, c'est prouver que la technologie, elle s'intègre bien dans une plateforme aéroportuaire. Ça, c'est, j'allais dire, la base des bases. Le deuxième enjeu, c'est quand même aussi beaucoup la sûreté de fonctionnement. Vous entendez parler d'un buzz extraordinaire autour des véhicules autonomes, la véhicule particulier autonome. Tesla a eu maintenant quelques incidents avec des gens qui disent, voilà, j'ai un véhicule qui est rentré dans un camion ou qui est rentré dans un garage. C'est pas de ma faute, c'est le véhicule. Non, c'est probablement comme un ordinateur. On a eu un petit problème de compréhension sur quel type de bouton il fallait appuyer. Donc, insertion, sûreté de fonctionnement et perception des clients. Alors, perception des clients, ça va être justement dans le cas d'usage. On va essayer de le tester à plusieurs reprises. La perception, ça fait longtemps. Enfin, ma société travaille depuis maintenant 2012 sur ces sujets-là. C'est très intéressant parce que les plus jeunes, disons de 10 à 15 ans, l'objectif quand on se déplace, c'est rester sur Facebook, Twitter, Snapchat. C'est l'objectif numéro 1. Il ne veut plus conduire. Et après, on a une population de plus en plus qui se dit moi, je ne pourrais plus conduire pour X raisons, problème de vue, problème de handicap. Et donc, je suis partant pour la mobilité autonome. Et puis, au fur et à mesure, on s'aperçoit aussi que maintenant, de plus en plus, chacun d'entre nous commence à se dire c'est vrai que quand je suis dans les bouchons, c'est quand même assez plaisant de ne pas devoir conduire. Et donc, appliquer ça dans une zone aéroportuaire pour faciliter l'attractivité aussi de la zone aéroportuaire, c'est extrêmement important. Rappelez-nous ce qu'est l'activité de votre entreprise. Mais en fait, nous accompagnons des territoires. Alors là, on parle de territoires aéroportuaires, mais nous accompagnons aussi des collectivités, des sites industriels ou par exemple Disney dans la mise en œuvre justement de ces solutions de mobilité totalement autonomes, soit supraaériennes, soit au sol. Alors, Laurent Cage, vous êtes, je le disais tout à l'heure, le délégué général de Paris & Co, l'incubateur de Welcome City Lab. Vous avez actuellement une trentaine de startups incubées, je crois. Peut-être tout d'abord une présentation de ce qu'est cette initiative et puis aussi forcément le type d'action que vous pouvez mener sur cette question de la mobilité. Merci. Alors, le Welcome City Lab est né il y a 3 ans à peu près, de 2 constats. Le premier constat, c'est la difficulté pour un jeune qui lance sa start-up dans le domaine du tourisme de s'intégrer facilement à ce domaine et de cette famille professionnelle qui n'est pas spontanément ouverte à l'innovation. Donc la nécessité de les accompagner et de faire susciter des vocations et des projets d'entreprise innovants qui soient, on l'espère, peut-être des futures pépites et licornes du tourisme international. Donc la nécessité d'avoir un lieu où on puisse se concerter et on puisse accompagner ces jeunes créateurs d'entreprise vers le succès et vers le développement international. Spontanément innovant, c'était un euphémisme pour dire que c'était très disons que, résistant. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, la problématique de Paris, c'est que c'est la première destination touristique du monde depuis longtemps. Et comme tout leader qui est leader depuis longtemps, eh bien, elle avait eu un peu tendance à s'endormir sur ses lauriers. Donc, il y avait besoin d'un apport de vent frais et de gens qui viennent d'autres horizons, parce qu'il faut savoir que la plupart des startups du tourisme aujourd'hui ne sont pas créées par des professionnels du tourisme, mais des gens qui viennent d'autres horizons, du secteur des services, ou bien qui ont une forte expérience internationale, ou bien de l'univers du numérique. Voilà, donc ça, c'était le premier besoin. Et le deuxième besoin, c'était la nécessité de se remettre en cause dans les modèles et les modèles économiques des opérateurs touristiques à Paris pour faire en sorte que Paris garde sa première place à l'échelle internationale. Et surtout, j'imagine, remettre le service finalement au centre des priorités. Le service, la qualité d'accueil, travailler sur les points faibles et pas éternellement répéter nos points forts que tout le monde connaît à l'étranger, nos musées, nos monuments, notre patrimoine, certes, mais travailler sur les points forts avec des regards extérieurs et innovants.
Quand je dis innovant, la notion d'innovation est très large. Donc ça peut être de l'innovation numérique ou digitale, mais pas que. Ça peut être de l'innovation de services. Tout à l'heure, on a cité des exemples de transport, de l'innovation de produits, de l'innovation d'usage, c'est-à-dire un nouvel usage sur un service qui existait déjà. On pense notamment à tout ce qui est lié à la consommation collaborative. Vous avez aussi d'autres formes d'innovation, comme l'innovation sociale ou l'innovation liée au développement durable. Voilà. Donc on comprend ce terme d'un point de vue global. Donc une trentaine de startups. Donnez-nous des exemples des startups incubées. Alors, pour juste terminer sur la présentation, donc en fait, on s'est créé il y a 3 ans. Donc on est une des plateformes de Paris & Co. Paris & Co, c'est l'agence de l'attractivité et de l'innovation de Paris, qui est une association à but non lucratif, qui gère une vingtaine d'incubateurs. Donc moi, j'ai 19 collègues sur 19 autres secteurs d'activité économique. Et nous, on est spécialisé tourisme. Et il faut savoir que Paris a été la première ville au monde à créer un incubateur spécialisé dans l'innovation touristique. Nous sommes régis et coordonnés par un comité de pilotage composé de nombreux partenaires, à la fois des pouvoirs publics, mairie de Paris, ministère, BPI France, mais aussi de grands industriels, dont Aéroports de Paris, mais aussi Air France, Viparis, Sodexo, etc. Parce qu'en fait, leur intérêt, c'est en fait de stimuler leur propre innovation de grands groupes au contact des startups et la capacité de mettre en œuvre des expérimentations, des tests. Voilà. Et c'est là où est notre plus grande valeur ajoutée entre les grands groupes d'un côté et les startups, c'est la possibilité de faire du lien, d'être un médiateur et d'accompagner les grands groupes dans l'identification de nouvelles opportunités d'innovation. Donc vous avez récemment lancé un appel à candidature. Tout à fait. Quelles sont les startups que vous avez retenues ? Alors, elles sont au nombre de 30. Ce que je peux dire, et notamment qui a un rapport évidemment avec la conférence d'aujourd'hui, c'est qu'une des tendances qu'on a pu percevoir dans cet appel à candidature cette année, qui a eu lieu en janvier-février, c'est tous les services liés à la mobilité, qui est un thème qui a émergé, qu'il y avait moins les 2 précédentes années. Les 2 précédentes années, on était plutôt sur la consommation collaborative et donc la mise en relation entre visiteurs, entre touristes ou entre Parisiens d'un côté et touristes de l'autre. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à un stade de maturité de cette consommation collaborative. Donc, en d'autres termes, il n'y a plus beaucoup d'inventions à lancer, mais elle va se structurer. Par contre, la mobilité, il y a encore plein de champs de progrès. Et donc, là, j'ai 3 exemples à vous donner de 2 startups qui vont entrer en incubation à partir du mois de juillet. Tout d'abord, la startup qui s'appelle Gustave, qui va permettre aux visiteurs de Paris, notamment pendant leur dernière journée de visite, en fait, de se libérer de la contrainte des bagages, de devoir retourner à l'hôtel, de transporter les bagages jusqu'à l'aéroport ou jusque dans les gares, et qui se charge en fait de cette livraison de bagages à un point donné. Voilà. Donc ça, c'est une première élément. C'est-à-dire qu'il y a une collecte à un endroit précis de Paris. Voilà, dans un hôtel par exemple. Plusieurs points dans Paris. N'importe quel point. Et en fait, ils amènent les bagages d'un point A à un point B, essentiellement gare ou aéroport. La deuxième start-up, c'est une start-up qui est dans l'univers des transports taxi et VTC et qui est un comparateur transversal de taxi et de VTC. Sur toutes les dimensions qui peuvent intéresser un voyageur, c'est-à-dire parfois on est intéressé uniquement par le prix, quel est le moins cher, là maintenant pour aller de là où je suis à un endroit T. Et puis également un autre critère, c'est quel est le plus rapide, celui qui va mettre le moins de temps. Donc voilà, donc on a trouvé que c'était un élément positif qui apportait une qualité de service et d'accueil aux visiteurs. Voilà. Et puis enfin, une dernière start-up qui peut intéresser l'auditoire, c'est Carlili, qui est une société qui vous amène votre véhicule de location à l'endroit précis, là où vous êtes. Donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer vers le lieu de location de voiture, de faire tous les papiers, etc. En fait, ils s'occupent de tout l'administratif. Ils vous amènent le véhicule et vous pouvez le laisser, le véhicule, à l'endroit de votre choix. C'est eux qui le ramènent dans l'endroit de la location de voiture. Quelles sont les problématiques finalement auxquelles on va faire face les startups donc en émergeant sur ces services-là? Une meilleure définition du besoin, un accompagnement financier? Alors, il y a 2 phases dans l'incubation. Il y a l'incubation d'amorçage la première année et l'incubation de décollage, 2e et 3e année. En amorçage, vous avez 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est de valider le modèle économique théorique sur lequel vous avez basé vos prévisions, donc de bien vérifier que vos prévisions sont conformes à la réalité. Deuxièmement, vous cherchez vos premiers clients et donc vous cherchez à vous intégrer à un domaine, à une famille professionnelle. Et ça, c'est pratiquement le plus difficile, c'est d'ouvrir les portes. Et troisièmement, c'est de pouvoir faire du prototypage, du test de produit pour tout simplement vérifier que le produit, jusque dans ses moindres détails, correspond bien aux attentes du marché.
Une fois que vous avez fait ça, vous passez en décollage, donc 2e et 3e année. Là, les enjeux sont très différents. Là, vous êtes sûr de vous-même, de votre positionnement, de votre produit, donc vous avez besoin d'accélérer votre croissance. C'est là où intervient la question de la levée de fonds, donc la nécessité de rechercher un fonds d'investissement privé qui va vous accompagner. Donc nous accompagnons, nous en tant qu'incubateur, la start-up à savoir se présenter et à sélectionner le bon fonds d'investissement, ce qui en soi est un travail assez difficile. Deuxièmement, c'est le passage à l'international. Il faut vite passer d'un stade local à un stade international, car souvent on dit à une start-up, tu penses que tu es le seul à avoir la super idée du siècle. En fait, ça veut dire qu'il y a forcément à quelques mois d'intervalle d'autres gens sur la planète qui vont avoir la même idée que toi. Et celui ou celle qui va réussir, c'est celui ou celle qui va aller le plus vite. Donc il faut vite passer à un stade international et on l'aide également là-dessus. Et puis le troisième enjeu du décollage, c'est le changement de taille de l'entreprise. Une petite start-up qui au départ est dirigée par 2 ou 3 associés qui ne se rémunèrent pas la première année parce que c'est difficile, peut très rapidement passer à 20-30 salariés. Et donc le mode de management est complètement différent. Et donc là, nous l'accompagnons également dans le changement du management et dans le changement de dimension de l'entreprise. Est-ce que dans la perspective du Grand Paris, les questions de mobilité sont particulièrement aiguës ? Tout à fait, elles sont fondamentales parce que c'est ça qui aussi fera l'attractivité des destinations, pas simplement le plaisir d'assister à un concert ou un spectacle, mais également de pouvoir se déplacer de façon fluide, de le faire quel que soit le mode de transport, donc la multimodalité, la connexion des données, des modes de transport est fondamentale, de le faire à tout moment du jour et de la nuit. Donc la question des transports nocturnes me paraît absolument fondamentale et j'insiste parce que je pense qu'elle est assez sous-estimée jusqu'à présent à Paris et en Île-de-France. Donc tous ces gens qui sont en horaire décalé, que ce soit les gens qui sont en back-office, c'est-à-dire les salariés qui travaillent pour vos structures, mais aussi les visiteurs qui arrivent parce qu'un avion arrive tard ou parce qu'ils arrivent de très loin et ils ont besoin également de mobilité. Donc de concevoir tous ces services de mobilité de façon fluide avec un accès à la donnée. Ça veut dire que c'est quasiment une révolution culturelle et sociale à venir aussi. C'est la culture de la transversalité, de l'open data, de l'innovation, de l'ouverture. Mais je pense qu'on y est entré en France. Ça fait quand même maintenant 3-4 ans qu'on voit fleurir de nombreux acteurs de l'innovation. Il ne faut pas du tout rougir. Paris et la France sont devenus vraiment, en termes de pôle position à l'échelle mondiale dans le domaine de l'innovation. Donc on a des lieux qui accompagnent, des gens qui vont vous financer, des gens qui vont vous conseiller. Donc il faut accélérer ce développement de l'écosystème de l'innovation, notamment sur la question des levées de fonds pour des gros montants. C'est là où on est encore un peu faible et où on a le risque, si on n'évolue pas, que nos entreprises partent dans l'éternelle Californie ou Silicon Valley, aller chercher les besoins, les montants financiers dont ils ont besoin. Et moi, j'appelle de mes vœux à l'instauration d'une réflexion à l'échelle européenne des fonds d'investissement et de l'innovation, parce que cette dimension européenne manque aujourd'hui, et à mon avis, ça serait un élément stratégique à notre développement. Et le financement, dites-nous quelques mots sur le financement de ce secteur du tourisme, qui est finalement quand même au début de son industrialisation. Oui, alors il y a un acteur qui est un clé de voûte. Pour ce qui concerne les services. Oui. Alors, il y en a d'abord un acteur qui est un clé de voûte du financement des startups, c'est BPIFrance, la Banque publique de l'investissement, pour une raison au départ malheureuse, c'est que quand vous êtes premièrement jeune et deuxièmement innovant, vous allez voir une banque, personne ne vous prête de l'argent. Parce qu'on vous dit, écoutez, le risque est très important. Pierre dit donc, votre modèle économique, je ne le vois nulle part, donc je n'ai pas de point de comparaison, donc le risque est plus grand pour ma banque, donc je ne suis pas sûr de vous financer. Donc heureusement qu'il y a BPIFrance pour aujourd'hui financer les startups qui démarrent et pour prendre des risques. Ensuite, il y a une multitude d'acteurs qui sont aujourd'hui très nombreux. Vous avez les business angels qui sont des chefs d'entreprise qui connaissent bien les métiers, qui mettent des tickets modérés au départ et qui accompagnent les entreprises aussi en termes de conseils, de coaching. Et puis vous avez maintenant tout un tas de réseaux professionnels de type le réseau Initiative France, le réseau Entreprendre. Et puis après, les fonds d'investissement en tant que tels, qui ont une lecture plus financière. Mais tout ceci fait un écosystème assez riche et je pense qu'il faut le dire et il faut surtout le promouvoir auprès des jeunes qui veulent lancer leur boîte. Manuel Chauffrin, comment vous réagissez, vous, à ces initiatives multiples, à la fois de Paris, mais aussi des start-upers ?
C'est passionnant. Je crois qu'on est tous là passionnés pour faire bouger les choses. Sur le financement, il y a un élément qui est extrêmement important et je pense que c'est des travaux de rapprochement qu'on doit mener ensemble, de dire on a des problématiques d'innovation technologique qui sont très très fortes, qui sont très lourdement supportées par la Commission européenne, de gros appels à projets autour de la mobilité autonome par exemple. Et moi, je suis un fervent défenseur aussi de la digitalisation des solutions de mobilité. Donc, Mosio, par exemple, est un des acteurs. C'est le one-stop shop pour pouvoir se déplacer rapidement et facilement. Et l'attractivité, l'accueil, justement, et porter ce sujet à un niveau européen, ça va devenir stratégique pour nous tous. Donc oui, des projets d'expérimentation avec toutes vos startups, une combinaison avec de la technologie de pointe qui est nécessaire pour améliorer justement la croissance. M. Arkwright le reprécisait, on est dans un marché qui est en croissance. Et ça, c'est essentiel. Moi, je viens aussi d'une partie automobile anciennement. Je suis passé par la mobilité électrique. Ça a commencé un petit peu à être en croissance. Maintenant, ça explose. Profitons-en, parce qu'on a plein de choses vraiment intéressantes à faire ensemble. Et c'est des rapprochements. Donc, c'est tous les acteurs qui sont ici qui vont faire bouger les choses. Vous croyez en particulier à quel type de service, vous ? Je crois au service qui va répondre, j'allais dire, à une anticipation et à un émerveillement. C'est surtout ça ce à quoi je crois. Et en fait, il faut se dire, c'est une réflexion que les grands constructeurs automobiles premium ont actuellement, c'est de surprendre en permanence et de se faire plaisir. Vous prenez les exemples de la vision qu'a le groupe BMW, notamment avec Rolls-Royce, dans ce qu'ils appellent le Next 100, donc qu'est-ce que va proposer un constructeur automobile avec de la technologie de pointe pour surprendre. Et donc, ils ont trouvé des références très intéressantes dans l'ADN de Rolls-Royce, qui est de dire, en fait, le Siri, l'accompagnateur digital, va s'appeler Eleanor. Eleanor, c'était en fait la figurine qu'on a réutilisée pour faire ce logo Rolls-Royce. Et donc, leur objectif, c'est de surprendre les gens, de surprendre pour améliorer l'attractivité. Et ça, encore une fois, c'est trouvons des fonds ensemble et puis marions justement ces startups qui sont hautement technologiques, ces startups qui ont une réflexion sur le serviciel. On a plein d'avantages, il faut les mettre en pratique. Moi, je suis très heureux d'entendre ce discours parce qu'à Paris, on s'est souvent contenté d'essayer de se conforter à l'image que les étrangers se font de nous très loin, c'est-à-dire à se conforter aux clichés. Alors, on a la chance... Mais on y arrive très très bien. On y arrive très très bien. On a la chance aussi d'avoir une marque qui est la marque Paris, qui est une marque extraordinaire à l'échelle internationale, avec des images qui sont attachées à Paris. Mais je pense que l'enjeu demain, c'est de savoir les compléter, sans les renier, mais de les compléter par des réalités, notamment en termes de services, d'accueil, de capacité de surprise, sur lesquelles on n'a pas tellement insisté pour l'instant, parce qu'on essayait à tout prix de correspondre à ce qu'on attendait de nous, vu de Pékin, de Buenos Aires, etc. Et donc, alors, demain... Précisez, alors, par exemple. Eh bien, en termes de qualité d'accueil, de service, de vie nocturne, de rapport avec les Parisiens, de fluidité, d'accès aux données, il y a un élément fondamental dans l'attractivité touristique des villes, c'est l'accès à ce qu'on appelle la donnée chaude, c'est-à-dire pas des données froides, c'est-à-dire les adresses de tel musée, de tel hôtel ou de tel restaurant, ça tout le monde va vous les donner, les guides, les sites internet, etc. Mais savoir ce qui s'y passe au moment où vous êtes, donc avoir un accès facilité au calendrier des événements et des manifestations, ça c'est un enjeu fondamental parce que c'est ce qui va faire le sel d'un séjour touristique et la réussite pour un visiteur étranger. Quel type de start-up peut intéresser, par exemple, un groupe comme Aéroport de Paris ? Là, je préférais passer la parole à Aéroport de Paris. Il y en a tellement. Non, dans les réflexions, vous en avez qui sont présentes, justement, dans le village de l'innovation. Donc, Stanley Robotics, l'amélioration, justement, du parking. Ça, c'est un service qui est quand même extraordinaire. Des sociétés, je vous les ai citées, comme Navia, EasyMile, Local Motors, Next Future Transportation. Mosio est intéressant. On a un écosystème qui se met en place. Et il faut réussir à les accueillir. Et c'est ce que disait aussi M. de Romanet, c'est les accueillir mais sans les agresser. Donc il faut les accompagner pour qu'elles puissent tester, valider et se développer, mais avec chacun d'entre nous. On est dans un moment justement concurrentiel qui est quand même extraordinaire. L'Europe, on a encore ce temps d'avance parce qu'on a les bonnes technologies, on a les bons acteurs, il y a des volontés. Les États-Unis sont plus sur une problématique de transport aérien qui est un petit peu historique. Ils ont un territoire qui est gigantesque, ils sont un petit peu contraints à New York ou ailleurs en termes de développement des plateformes, mais pour le reste, problématique aéroportuaire aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en Europe. Les Émirats, eux, on l'a entendu, ils ont du désert autour, donc il y a encore de la place. On a une carte à jouer qui est phénoménale, et après ça, on pourra revendre du service, on pourra
améliorer encore plus l'attractivité. Il faut garder en tête quand même qu'on prépare les JO, qu'on prépare aussi une expo universelle, et donc faciliter l'attractivité et la mobilité de tous ces gens qui vont venir nous rendre visite, ce sera une super carte de visite. Est-ce que les startups qui travaillent autour de la mobilité sont plutôt géographiquement concentrées autour de Paris, ou est-ce qu'il y a d'autres compétences dans certaines métropoles ? Non, non, il n'y a pas de caractéristiques géographiques. En plus, nous, on est ouvert à toutes les startups de tous horizons, notamment l'objectif qu'on a d'ici 2018 pour tout Paris Co, c'est d'accueillir 30% de startups étrangères dans tous nos incubateurs, parce que nous pensons que nous devons être encore nous-mêmes plus internationaux dans notre message. Et nous avons d'ailleurs l'ambition de garder le temps d'avance qu'on a pris avec ce premier incubateur touristique au monde, en créant d'ici 3-4 ans le premier réseau mondial d'incubateurs touristiques avec d'autres métropoles, parce que ça nous permettra d'abord d'échanger des compétences, d'échanger des startups, parce qu'il y a des startups qui vont vouloir exporter et qui vont vouloir un pied-à-terre, un endroit de chute facile avec des gens qui les accompagnent pour les aider à aborder un marché. Et puis également sur un sujet qui m'est cher, pour faire de la veille sur l'innovation, donc de la prospective, de l'intelligence économique. On a publié il y a 2 semaines le premier cahier tendance de l'innovation touristique. On est très fiers. C'est un rêve que j'avais personnellement en tête depuis une vingtaine d'années, parce que je n'avais jamais compris pourquoi la mode, le design, les métiers d'art font des cahiers tendances et pas le tourisme. Et donc, c'est quelque chose qu'on a fait et qu'on va essayer en fait d'étendre à l'échelle internationale avec des veilleurs placés sur plusieurs continents qui nous fassent remonter les signaux faibles et qui nous permettent d'identifier là où sont les tendances de l'innovation à l'échelle internationale. Du sur-mesure, donc. Il nous reste 10 minutes. Ce que je vous propose peut-être, c'est de vous donner la parole si vous avez des questions à poser à nos 2 invités. Je pense qu'un micro doit circuler. Est-ce que vous avez des... Oui, monsieur. Vous avez un micro. Vincent Kiffer, Bookmaelo. Vous avez mentionné le nom, non, sans le nommer, un comparateur entre VTC et taxi. Vous pouvez nommer la start-up, s'il vous plaît ? Taximètre. Ok, merci. De quoi s'agit-il exactement, donc ? Comparateur en fait de taxi VTC sur différents critères, la rapidité, le prix, la fluidité, en fonction en fait de la situation dans laquelle le visiteur se trouve. Il choisit en fait, ensuite il peut opérer et commander le véhicule qui va l'accompagner d'un point A à un point B. D'autres questions ? Oui, monsieur, devant. Pierre-Élie Bellois-Rode, étudiant à l'École Polytechnique. Merci pour votre présentation. On a beaucoup parlé de mobilité à l'intérieur de la plateforme aéroportuaire, mais on a très peu parlé de la mobilité entre le centre-ville et la plateforme aéroportuaire. Or, on sait que c'est quand même un point qui pose particulièrement problème en France. Il y a très peu de villes françaises qui ont une liaison efficace, rapide et relativement économique entre le centre-ville et les aéroports. Est-ce qu'il existe une solution miracle, ou est-ce qu'on est condamné à rester comme ça encore des années ? Merci. Il n'y a pas de solution miracle. On l'a dit, il y a de l'intermodalité, il y a de l'interopérabilité. On a des masses, des flux gigantesques à transporter, et c'est en croissance. Donc la congestion automobile, il faut y travailler. On a un sujet qui est très important, c'est le CDG Express. Ça fait longtemps qu'on en parle, et ça, il faut que ce projet-là, il arrive rapidement. Et après, les solutions dont j'ai parlé tout à l'heure, si on réfléchit dans un schéma de mobilité concentrique, c'est la même chose autour du Grand Paris. Vous allez avoir 2 nouvelles stations de métro. Mais comment est-ce qu'on fait quand on est à 800 mètres, 1 km, 2 km de la station de métro ? Il faut bien avoir des systèmes qui vont nous rapprocher. Et donc ces systèmes-là, ils peuvent être au sol, par exemple des navettes autonomes, comme il veut. À un moment donné, on pourrait aussi imaginer des solutions supraaériennes, Supraways, Skytrain. Il n'y a pas de solution magique, encore une fois. C'est un petit peu comme, oui, on a un système sanguin, et ben, on a des veines, on a des artères, il faut savoir les alimenter au bon moment. La digitalisation va nous aider aussi à mieux prévoir qui va se déplacer pour aller vers quelle destination. Donc l'open data est stratégique pour savoir, par exemple, à un moment donné, si on a un passager aérien qui va avoir du retard pour X raisons, ça peut potentiellement dire que tout l'avion dans lequel il va être aussi va avoir du retard. Et dans ces cas-là, commencer à prépositionner des systèmes de transport. On a des solutions informatiques qui sont maintenant disponibles. Reste à trouver justement des start-upers, peut-être vous, à travailler sur ces sujets-là. Mais sincèrement, il faut vraiment aller dans le rapprochement du digital, de l'accueil, de l'attractivité, avec des nouvelles technos qui sont globalement assez aéronautiques et industrielles.
Est-ce qu'il y a des groupes français qui sont particulièrement positionnés sur ces questions de la nouvelle mobilité ou, comme aux États-Unis, il faut compter plutôt sur des futurs Tesla ou autres? Groupe français, bah oui, hein, dans la réflexion purement automobile, Renault, PSA travaillent sur le sujet de la mobilité innovante. Ils ont un temps de retard, sincèrement, ils le savent, sur la problématique servicielle. On les voit commencer à prendre des positions en prenant des parts dans certaines sociétés. PSA dans Coulicar, par exemple, hein, ça c'est de l'autopartage. En revanche, vous prenez en Allemagne, le groupe Daimler a développé une vision complète du service qui est plus du tout automobile. Ça s'appelle Movell. Et dedans, ils ont tout. Ils ont Car2Go, ils ont le VTC et ils commencent à regarder aussi justement l'attractivité, l'accueil. Je vous parlais tout à l'heure de BMW, ils sont en train de se dire, mais dans les services que je vais proposer dans mon véhicule, je veux que le client ait une information sur sa réservation Airbnb. Le fait d'avoir un assistant personnel digital dans un véhicule, ça va être la différence. En France, on n'a pas encore cette démarche-là. Et c'est pour ça que le rapprochement dont je parlais tout à l'heure et d'aller chercher des fonds européens, probablement justement dans des hubs de transport complexes comme les aéroports, vont nous aider à progresser. Mais on a un petit temps de retard quand même en France sur les gros industriels qui vont se préoccuper du sujet purement mobilité servicielle. Si effectivement ce type de services et de groupes et d'industries émergent véritablement, quels peuvent être les effets sur l'emploi et qu'est-ce qu'on peut imaginer, dans la mesure où c'est quand même manifestement des services qui s'appuieront en partie sur la robotisation? Les effets sur l'emploi, potentiellement, quand on entend parler d'Uber, c'est plus de 100 000 emplois qui sont créés. Alors certains sont auto-entrepreneurs, mais derrière, il y a encore du digital, justement. Donc c'est très très difficile à quantifier. Quand on parle, par exemple, de la simple mobilité autonome, certains grands cabinets parlent d'un marché de l'ordre de 500 milliards de dollars d'ici à 2035. Et ça, c'est un marché qui est complètement additionnel. Si on marie ça avec un marché en croissance du transport aérien en général, on va arriver quand même à des centaines de milliers de dollars en potentiel. Et ça veut dire, oui, des emplois. On a une plateforme et on est dans les 5 ans à venir, une plateforme parisienne qui peut être très très intéressante justement pour attirer ces nouveaux emplois. Vous avez détecté, vous, peut-être des faiblesses au niveau de la formation qui pourraient être comblées justement par l'intermédiaire peut-être de vos initiatives? Oui, ce que je citais vous tout à l'heure comme justement, exemple, ouais. les gens qui aujourd'hui créent des startups du tourisme ne viennent pas eux-mêmes ni du monde du tourisme, ni pire, des formations touristiques supérieures. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont extérieurs et qui voient un besoin non satisfait. On dit, vous savez, souvent que l'innovation naît de la rencontre avec la marge, avec les marginaux. C'est-à-dire des gens qui ne pensent pas comme vous, et parce qu'ils ont une autre approche, ils vont voir de façon très claire qu'il y a un besoin non satisfait que vous ne voyez pas forcément. Et donc, ces gens apportent vraiment un vent frais au monde du tourisme. Il y a clairement, dans l'univers de l'enseignement supérieur du tourisme en France, un travail à faire sur la culture de l'entrepreneuriat, à promouvoir, parce qu'il faut absolument que demain, ceux qui soient formés au métier du tourisme puissent aussi, ça peut être basique à dire, créer des entreprises du tourisme qui soient innovantes, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Vous avez une action par rapport à la formation, on a une action, on a un partenariat avec le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, puisqu'en fait on a lancé il y a 2 ans une licence de start-upper du tourisme, car en fait on s'est rendu compte dans les candidatures que nous recevons que parfois les personnes qui ont une bonne idée ne sont pas encore prêts tout de suite à la lancer, parce que nous, on accompagne quelqu'un qui est vraiment au stade où il lance sa boîte, d'un point de vue juridique, elle existe, et il cherche ses premiers clients. On n'accompagne pas les gens qui sont encore trop en amont au stade de l'idée, parce que ce n'est pas suffisamment abouti. Et donc, on s'est dit avec le CNAM qu'il manquait là, probablement, une ou des formations, il y a peut-être d'autres choses à faire, pour accompagner ces gens-là, d'abord pour leur donner un background de connaissances théoriques sur le monde du tourisme, les fonctionnements, les aspects juridiques, ça c'est très important du monde du tourisme, savoir que par exemple quand on est agence de voyage, il faut être enregistré, et puis également de les coacher pour être prêt ensuite à rentrer dans l'incubateur. Voilà. Donc ça, c'est un premier partenariat qu'on a développé avec le monde académique, mais il y en a probablement plein d'autres à imaginer. Et je pense que, par exemple, dans les clusters où la recherche est importante, il y a beaucoup de choses à faire encore. Un petit mot de conclusion, peut-être, tous les deux, puis après, ça sera la fin de ce moment. Toujours difficile. Moi, le mot de conclusion, il faut qu'on se projette encore plus rapidement, parce que j'ai vu les choses autour de ces systèmes de mobilité complexes s'accélérer extrêmement rapidement. On n'a plus de freins technologiques pour arriver avec des solutions qui fonctionnent rapidement. Donc, il faut se projeter,
il faut commencer à expérimenter le plus rapidement possible. On a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'il faut à un moment donné brûler de l'argent public pour tester. On est dans une phase où d'autres n'attendent pas. Donc projetons-nous, testons rapidement et puis il faut faire confiance aussi aux startups. Et moi, je dirais, n'écoutez pas les médias et la quantité phénoménale de messages pessimistes et négatifs qu'on entend à longueur de journée. On vit une époque formidable pour entreprendre. Jamais il n'a été aussi simple d'entreprendre aujourd'hui en France et jamais les opportunités de réussir d'un point de vue professionnel en termes d'entreprise n'ont été aussi fortes. Donc allez-y, lancez-vous. Message aux futurs start-upers. Merci à tous les deux. Et bravo à vous. Merci.